Alors, l'obligation vaccinale. Voilà un sujet qui a suscité des débats passionnés absolument partout. On a beaucoup entendu les arguments sanitaires, bien sûr, mais qu'en est-il des fondements philosophiques ou même des conséquences économiques d'une telle mesure? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en explorant l'analyse proposée par le Libertarian Institute. Cette citation, elle met le doigt sur un concept philosophique vraiment central. Pour bien comprendre cette perspective, il faut d'abord saisir une idée clé, une sorte de pierre angulaire qui soutient tout le raisonnement. Et cette idée, c'est la propriété de soi. Voilà, on y est, la propriété de soi. C'est vraiment le point de départ, le socle de toute la pensée qu'on va explorer ensemble. C'est une idée qui place l'individu au centre de tout, comme le seul maître à bord pour toutes les décisions qui le concernent. Le principe, en fait, est assez simple. Chaque personne est l'unique propriétaire légitime de son propre corps. Un point, c'est tout. Et si ce droit fondamental n'est pas respecté, eh bien, toute intervention extérieure, qu'elle vienne de l'État ou de n'importe qui d'autre, est considérée comme une violation morale. D'accord, c'est un beau principe, mais comment est-ce qu'il s'applique concrètement face à une pandémie? Eh bien, toute l'argumentation qui suit repose sur une distinction qui est vraiment cruciale. La différence qu'il faut faire entre un risque et une menace. Alors d'un côté, il y a le risque. C'est une possibilité, quelque chose de général, souvent indirect, comme le risque de tomber malade. Et de l'autre côté, il y a la menace. Là, c'est complètement différent. Une menace, ça implique une action directe, intentionnelle, une agression qui est sur le point de se produire. Et c'est vraiment cette distinction qui est au cœur de tout l'argument. Et ça fait directement écho à ce que disait l'économiste libertarien Murray Rothbard. Pour lui, le grand danger, c'est quand on commence à justifier des contraintes fortes en se basant sur des menaces un peu floues qui pourraient arriver plus tard. À ce moment-là, on ouvre la porte à toutes les dérives. Garder une définition très stricte et très claire de ce qu'est une agression est donc vu comme le seul véritable garde-fou. Pour rendre ça plus concret, la source prend l'exemple de la prohibition aux États-Unis. À l'époque, on a justifié l'interdiction de l'alcool en invoquant le risque de criminalité qu'il entraînait. L'article voit ça comme une violation claire des droits individuels et fait un parallèle direct avec l'obligation vaccinale qui serait, elle, justifiée par le risque de transmission. Si on applique cette même logique au virus, voilà le raisonnement. Un agent pathogène n'a pas d'intention et la transmission d'une maladie est presque toujours involontaire. La conclusion, selon ce point de vue, c'est qu'une personne non vaccinée représente bien un risque, mais elle ne constitue pas pour autant une menace directe et agressive. Et là, on touche vraiment au point crucial. L'idée, c'est que la responsabilité de prouver qu'une agression a commencé, elle revient à celui qui veut utiliser la force, même s'il la qualifie de défensive. Dans cette optique, imposer une vaccination serait une action coercitive et le simple risque général de transmission ne serait pas une justification suffisante. Bon, ça, c'était pour le cadre philosophique qui met vraiment l'accent sur le choix individuel. Mais bien sûr, tout ça a des implications économiques très concrètes. Alors voyons maintenant comment l'article analyse l'économie qui se cache derrière l'obligation vaccinale. L'article décrit ce qu'il appelle un cercle vicieux. Alors comment ça marche? D'abord, l'État garantit un marché énorme en achetant des quantités massives de vaccins. Ensuite, les entreprises pharmaceutiques font des profits gigantesques sans la pression normale du marché. Et enfin, le monde médical et scientifique qui valide ces politiques y trouve aussi son intérêt. Évidemment, cette sorte d'alliance entre l'État, l'industrie et les experts, ça peut créer une certaine suspicion. Le public peut se demander si les décisions des politiciens et les recommandations des experts sont uniquement guidées par la santé publique ou si des intérêts financiers pourraient entrer en jeu. Et il y a un autre pilier de cet argument économique, c'est la structure juridique qui est mise en place. Une structure qui protège les fabricants de vaccins de presque toute responsabilité en cas de problème. C'est un véritable système d'immunité légale. L'article prend l'exemple des États-Unis, où deux lois sont au centre de ce système. Une première qui a créé un fonds de compensation pour les dommages, mais sans reconnaissance de faute de la part des fabricants. Et une autre, plus récente, qui offre une protection juridique encore plus large en cas d'urgence sanitaire. Sans surprise, la crise de la Covid-19 est présentée ici comme l'exemple parfait de ce système en action. D'un côté des ventes garanties par les États, et de l'autre des fabricants totalement protégés de toute poursuite. Le résultat, selon la source, des milliards de dollars venus des contribuables ont financé l'enrichissement historique de plusieurs géants pharmaceutiques. Et ce, que ces contribuables aient personnellement choisi de se faire vacciner ou non. Alors, quelles sont les conséquences de tout ce système? Eh bien, la dernière partie de l'analyse se penche sur un phénomène bien visible, la montée d'une certaine méfiance, voire d'un rejet envers les vaccins.
L'article avance que ce rejet n'est pas forcément une opposition à la science elle-même, mais plutôt une rupture de confiance envers les institutions. Une méfiance qui serait alimentée par la perception de conflits d'intérêts et l'idée que si les bénéfices peuvent être incertains, les dommages, eux, sont parfois bien réels. La conclusion économique de l'article est assez simple et repose sur un principe de base. Quand l'État devient le client numéro 1 et que la concurrence du marché est contournée, les prix ont tendance à monter et la qualité, en termes relatifs, abaisse. Au final, cette analyse nous laisse avec une question centrale et assez provocatrice. Peut-on vraiment espérer restaurer la confiance dans les institutions en imposant une mesure qui, selon cette perspective, nie le droit le plus fondamental de tous, celui de décider pour son propre corps ?